Ça t'excite. Ah, ça. Madame, monsieur, bonsoir. Nous avons décidé ce soir de ne pas trop ricaner, de ne pas trop rire, d'être excessivement sérieux avec Gagnon. Je vais vous donner la preuve tout de suite. Monsieur Gagnon, oui, il est excessivement sérieux. Regardez la caméra, très sérieux. Monsieur Pompé, encore plus sérieux. Quant à monsieur Gouachi, communiste, la faucille et le manteau, la lutte des classes, très carrée. Et monsieur Barajo, lui, vraiment, lui, c'est un super professionnel. Et bien que moi, excessivement sérieux, professionnel, docte. Pour vous dire, pour faire une citation en commençant, il n'y a rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Tout à fait. Victor Hugo, tout simplement. Okay. Bon, hein. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un virus? Une idée. Ouais. Oui. C'est un peu plus moderne, ça. Ah ben celle-là, j'ai remarqué que depuis quelque temps, dans la presse en France, on cite souvent Victor Hugo. Ouais. Ah, mais c'est temps-ci. Mais pendant les vacances sur tablette, j'ai vu, parce que pour tester la tablette, j'ai pris Victor Hugo, mais c'est puissant et c'est fort. Oui. Hein. Les Misérables, c'est très fort. Monsieur, alors, savez-vous ce que c'est qu'une fablette? On va être léger ce soir. Une fablette? Oui, une fablette. Non. Un phablet, en anglais, P-H-A-B-L-E-T, est un smartphone dont l'écran est d'une taille intermédiaire entre celui des smartphones stricto sensu et celui des tablettes tactiles. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas inventer pour mettre la main au fond de nos poches? De plus en plus de gens s'équipent d'une tablette en plus de leur smartphone, pardon. Donc, entre les deux, on a fait l'intermédiaire. C'est ça, une tablette. Le quiz. Messieurs, vous êtes de l'ancienne génération, vous ne savez pas ce que c'est qu'une Chaque jour, nous sommes tablette. de plus en plus stupides. C'est pas encore arrivé dans la réunion des jouets de... À l'horizon, arrête. À l'horizon 2019, 59% des parts de marché mobile avec 1,5 milliard d'appareils et les smartphones considérés comme trop petits et les tablettes comme trop grandes seront au fur et à mesure remplacés par les phablettes. On les met où? Mais déjà maintenant, le téléphone, tu le tiens à la main. Avant, on mettait des trucs ridicules à la ceinture. Déjà, les téléphones, on les tient à la main parce qu'ils sont de grandeur, rares sont que les... Ça, c'est une cabine téléphonique, ça. Non, parce que c'est extra plat. Non, toi, on reprit. Bon, alors, passons à des choses plus sérieuses. Je vous économise les mesures de ces phablettes, smartphones et autres, pour que nous parlions du conflit de la fourrière départementale. Alors, dans quelle optique? Le conflit, c'est un conflit, on en parlait hors antenne. Est-ce que qui a raison, qui a tort, c'est un conflit syndical, c'est un conflit, chacun défend son... Mais je voudrais vous parler d'un communiqué de Contact Entreprise et qu'on glose là-dessus. Alors, Contact Entreprise nous dit d'abord qu'il s'agit d'un crime économique inacceptable. Il faut savoir garder mesure. C'est mon avis. Je continue. Bon, on est d'accord là-dessus. Ouais. Une fois la méthode Cambuzi aura réussi à mettre à mort une entreprise martiniquaise, y a-t-il une méthode Cambuzi? Vous qui êtes des observateurs de la société martiniquaise. Et en quoi elle consiste? Méthode Cambuzi égale CSTM. J'ai entendu des commentaires disant que le seul but de Cambuzi, je m'excuse d'avoir écorné son nom, son seul but, c'est de mettre à mal les entreprises martiniquaises. Mais quel est ton avis? Mais on l'a toujours dit, de tous les syndicats. De tous les syndicalistes. Pensez que la façon dont Cambuzi agit, il se porte en avant, y a-t-il une méthode Cambuzi et sa méthode consiste-t-elle à mettre à mort, là en l'occurrence, une entreprise martiniquaise? Pas d'avis? Avis? Bon, je vais quand même essayer de recentrer le débat. Je pense que c'est d'abord pas bon de personnaliser excessivement un conflit. Le dirigeant syndical est le porteur des revendications des travailleurs. Et comme nous avons beaucoup de travailleurs qui n'ont pas de connaissances juridiques, ils ont tendance à remettre aux dirigeants dans une fraction de la classe ouvrière, fait confiance à un dirigeant pour les représenter. Et ça, c'est le reflet de notre société, la situation de... Comme nous avec nos élus. Bon. Et le fond du problème, c'est que le but du syndicalisme, quel qu'il soit,
c'est de résoudre des problèmes, les revendications des travailleurs, et de ne pas détruire l'entreprise. Parce que, donc alors je t'arrête, en l'occurrence, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, et je pense que les termes sont excessifs. Et ce n'est pas avec ça qu'on peut amener à la solution du problème. C'est tellement évident, Michel, ça va de soi. Bon. Ce que nous révèle la conclusion tragique, désormais inéluctable de ce conflit sur l'état de notre société est proprement effarant. Donc, contact effaré. Aujourd'hui, en 2015, voilà comment c'est traduit, un individu extérieur. M. Combuzi est-il un individu extérieur ou est-il un mandataire qui, dans des formes prévues par la loi, agit, comme tu l'avais dit, comme en tant que représentant syndical. Mais les autres, là, je voudrais que vous parliez, Galion, et il ne faut pas te battre quand tu vas sur le terrain, si tu dis ce que tu penses, à la Galion. Michel a fait allusion à la personnalisation du conflit. Bertrand Combuzi est secrétaire général de la CSTM. La CSTM, autrefois, c'était Marc Pulvar. Et avant Marc Pulvar, il y avait Franz Agasta. Et avant Agasta, il y en avait d'autres. Bon, il y a toujours le premier du syndicat, dès qu'il porte un conflit, et un conflit qui dure, qui est long, automatiquement, il y a une personnalisation dans le conflit. Il devient la bête noire. Sur ce dossier, bon, quand on va réagir sur ce conflit, mais en réalité, il y a deux conflits portés par la CSTM. Il y a le conflit de la Fourrière et il y a le conflit de la Sauvadome, société co-traitante de la Mosaïque. Ce sont des conflits qui durent. La particularité, la particularité de conflit où la CSTM est en première ligne, on va s'apercevoir que ce sont des conflits qui vont dépasser la semaine. On va même atteindre le mois. Bon. Alors la question est, comment se fait-il qu'un conflit mené par ou un conflit dans lequel se trouve la CSTM, on se retrouve à des durées atteignant les 30 jours, voire plus. Je crois que la Fourrière, on est pas loin de 80 jours. Est-ce que ce syndicat a plus de résultats qu'ailleurs? La question est là. Est-ce qu'il y a des résultats au bout? Bon. Si ça dure, c'est qu'il y a un blocage, il y a plusieurs blocages lors de la mise en place des négociations. Ça bloque sur quoi? Ça peut bloquer sur un point, ça peut bloquer sur 2 points, ça peut bloquer sur une incompréhension de langage, mais sur une impossibilité de s'entendre. Quand on lit ça, je retiens ta dernière possibilité, c'est de la longueur du conflit, c'est la possibilité de s'entendre avec M. Bertrand Combuzi. Ils ont décidé, peut-être qu'on a... Ce sont les apparences. La façon dont on le décrit oui, là, il semble qu'on a décidé qu'on s'attelle. Ce sont les apparences. Ceci étant, quand on regarde l'ensemble des conflits hors CSTM, quels sont les conflits qui ont duré moins d'une semaine à la Martinique? Depuis 2 ans. Et quasiment pas. Service-chef. Service-chef, non mais 2 jours. Je dis, j'ai pas dit affamé, et puis quasiment pas. Et puis 12 000 par an. Il y en a un qui a fait plus fort. Par an il y en a un qui a fait plus fort, c'est le conflit Fizer, il a fait 24 heures. Oui. Mais c'était sur un point précis où les deux parties ont convenu de oui, on se met d'accord tout de suite. C'est ça. Bon. Eddie, tu n'as pas fini. Donc ça veut dire que CSTM, oui, il y a une particularité, c'est que la visibilité de la longueur du conflit et du dialogue impossible, parce que chaque fois on passe par une médiation. Apparemment là, la médiation, je crois que c'est le dossier Sauvadome, n'arrive pas à quelque chose, c'est que ça dure toujours. Ils sont encore en discussion aujourd'hui. En dépit de la nomination de médiateurs. Ça dure parce que ça bloque sur un élément. Ça bloque sur un élément. En dépit du fait voilà. qu'on a mis plus d'1 mois avant de nommer un médiateur. Ouais. Et j'ajoute que dans les 2 conflits, il y a une collectivité qui est derrière et qui aurait dû intervenir plus vite. Parce que la Fourrière, c'est une délégation. En gros, c'est la responsabilité de la CACEM. Et l'entreprise privée est délégataire, elle se substitue à la collectivité publique pour exercer un service public. De même que la société de transport, qui est délégataire. Bien. Mais derrière ça, il y a un problème encore plus fondamental. Parce que normalement, ça ne devrait pas être la CACEM qui s'occupe de ça. La Fourrière, c'est l'État. C'est la responsabilité de l'État. Et que la CACEM est mal à l'aise parce que je pense que beaucoup d'élus pensent que l'État devrait reprendre sa Fourrière. Ok. Eddie, tu n'as rien dit là-dessus. Non. Moi, je crois qu'il faut regarder l'histoire de la Martinique. Ok. Je ne crois pas que ça soit
un phénomène spécifique à la Martinique, mais la culture de l'antagonisme est chez nous quelque chose qui est inscrit dans nos rapports humains. Une petite parenthèse, France Inter, 27 jours de grève. Oui, non. J'ai dit que ce n'était pas spécifique. Ok. Mais la culture de l'antagonisme est inscrite dans nos relations humaines. Pour une raison qui est extrêmement simple. Un, nous sommes sur une île et nous sommes héritiers de combats non finis, d'une histoire non finie, non aboutie. Qui s'ajoute au fait que le syndicat est un syndicat de classe, de combat de classe, de lutte des classes. Ce qui est intéressant dans l'analyse Cambusi, pas Cambusi, etc., bon, au-delà des problématiques personnelles qui sont récurrentes, il y a des gens qui ont voulu assassiner Marc Pulvar à l'époque. Oui. Il y a eu des menaces des deux côtés. Parce que rappelez-vous que Marc Pulvar avait sorti un flingue qu'il avait posé sur le ventre de Yves Ayotte. Enfin bon, lui-même bon. Tout ça est quand même un peu théâtral, globalement. Et moi, je dirais la chose suivante. En tant que chef d'entreprise, comme d'autres, si vous considérez que vous voulez faire du business en Martinique et que vous n'avez pas intégré le fait que les relations sociales sont des relations sociales non pas apaisées, mais théoriquement conflictuelles, vous avez tout raté. Quand vous faites du business en Arabie Saoudite, vous mettez 10% de bakshish sur la table. C'est tout. Eh bien, ici, quand on veut faire du business, on doit savoir que les relations sociales sont traditionnellement conflictuelles. Et ça fait partie... Alors, il y a des gens qui vont se rouler par terre pour dire que c'est inadmissible, etc. Je pense notamment à Contact Entreprise. Ils ont raison, puisqu'ils défendent leur beefsteak. OK ? De l'autre côté, les syndicats ont raison. Oui, mais est-ce que dans leurs termes, question complémentaire... Mais ça, c'est du théâtre. C'est comme les mecs qui disent « Ah ouais, il faut pas bloquer le port, c'est inadmissible, il faut sanctuariser le port. » Alors, quand tu leur dis, ça veut dire quoi, sanctuariser le port ? Et là, ils sont incapables de te dire que si on bloque le port, il faut foutre les forces de l'ordre, évacuer ça. Et tu leur dis, mais faites des propositions concrètes. Et ils sont incapables de faire des propositions concrètes. Tout simplement parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Alors on peut améliorer les choses, mais ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Attends, Daniel. Non, moi je voulais élargir le débat. On se pose toujours la question... Élargir, on a de la place. Mais oui, d'accord. On se pose toujours la question, pourquoi tant de conflits sociaux en Martinique, etc. Eddy a déjà dit qu'il n'y en a pas forcément plus qu'ailleurs, d'une part. Oui. D'autre part, nous ne parlons que, pour le moment, 2, 3, 4 conflits médiatisés. Voilà. Mais sait-on bien que, si je ne m'abuse, en 2014, les médiateurs dont on parlait ont réglé une 50aine de conflits avant qu'ils ne viennent à la surface. Ouais. Ça veut dire que l'activité humaine avec des patrons et des salariés, ou dans la fonction publique aussi, c'est pas des patrons des salariés, mais ça revient au même, c'est fait de conflits, c'est fait souvent d'incompréhension. Mais le problème est de savoir si on peut régler cela avant que ça ne vienne... Des délais raisonnables. Ce qui est intéressant, c'est la part que joue... Là encore, tu vas me dire, il dit arrête avec cette histoire de médias. Mais ce qu'il vient de dire là est fondamental. C'est des conflits. C'est Gabriel qui est responsable. Je n'ai jamais dit ça. C'est ce qu'il a dit là. Bon, monsieur. Je vais répondre par anticipation. Tu vois, on ne me laisse pas finir ma phrase. On me prête des propos. Tu as vu ? Je n'ai jamais parlé de Gabriel. Non, tu as dit une chose très grave sur Gabriel. Il faut qu'il se défende. Bien sûr, sur Gabriel. Gabriel, attends la parole. Médiatiser. L'obligatoire, parce qu'il y a une question. Il y a du transport public. Ah bon, sur la Fourrière, il y a des transports publics ? Je parle du transport public. Il parle de mosaïque. Je parle de mosaïque. Les deux dossiers sont menés par le syndicat. Fourrière, oui, parce que Fourrière, ta voiture... Ça gêne quelqu'un, la non, de la Fourrière ? Si. Ça gêne qui ? Non. La voiture bloquée. 2 secondes. La Fourrière, l'entreprise est bloquée. Ce n'est pas tous les salariés qui sont grève, parce que l'entreprise continue son activité. Tout à fait. Donc il y a des voitures qui partent à la Fourrière toujours.
Eh oui, camarade. Est-ce qu'elles peuvent rentrer? Mettez l'auto là, dans la rue, à son passage handicapé, et puis on va chercher après. Non, mais il y a qu'à lever. Oui, il y a qu'à lever. Voilà. Il ne peut pas mettre la fourrière. Non, pas la fourrière, mais il le met autre part et ça fait une fourrière. Laissez-moi faire la chute, et puis repasser autre chose. Lorsque... Ça s'appelle un sauteur. Lorsque ma servante attend sur le bord, ou une petite servante qui vient à la maison, se m'attend sur le bord de la route, pour venir, sa première chose, elle me dit après avoir fait du stop sur les kilomètres, elle me dit, en plus, nous pas que ça va rien, la presse pas qu'elle a dit nous rien. Quand on n'a pas été informé par la télévision, par la radio, de ce qui était décidé pour le lendemain. Donc il faut médiatiser. Bon. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, oui, parce qu'on a beaucoup de choses. Attends, on a bien... Je voulais simplement dire, il faut aller sur le site de la DIECT. Il y a, pour la première fois l'an dernier, est paru, parce que pour éviter ce genre de discussion, un rapport qui fait le bilan sur plusieurs années du nombre de conflits sociaux, de leur durée. Ouais. Alors, je vous livre les conclusions. C'est que le nombre de conflits sociaux n'est pas plus élevé qu'ailleurs, leur durée n'est pas plus élevée qu'ailleurs, que le nombre d'accords est considérable, que la plupart des syndicats signent un nombre considérable d'accords, et que la plupart des conflits sociaux viennent du fait du refus de négocier. Je voudrais revenir là-dessus. C'est le refus de négocier. Ok, bon, c'est le dernier mot. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, le numéro 2 du parti de M. Sarkozy, de l'UMP, a expliqué que l'UMP était un nom un peu abîmé par 2 ans qui n'ont pas été très favorables ni très flambants pour sa famille politique, citant les affaires, mais aussi la guerre Copé-Fillon qui a été, dit-elle, un vrai traumatisme pour les militants. Alors, c'est la raison pour laquelle le parti va s'appeler les Républicains. Vous ne trouvez pas que c'est une façon bizarre de présenter... c'est le maquillage, en fait. C'est une façon c'est une triche, quoi. On change la même société qui est obérée, qui a un dépôt de bilan, qui est en situation de paiement, et puis on change son nom, et puis on met un truc. À vous la parole, messieurs. Ben, tu as souvent des sociétés... Pour revenir au monde du travail... Tu as des entreprises qui s'appelaient, je ne vais pas, bon, j'en ai en tête, mais je ne veux pas mettre l'accent sur tel ou tel, c'est un exemple. Mettons, entreprise d'ameublement, telle chose, elle met la clé sous la porte, etc., et puis elle devient nouvelle entreprise d'ameublement. Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans le cas de la fourrière, le gars qui a l'entreprise là, c'est un gars qui avait une entreprise dans la région parisienne, qui aurait apparu ici. Bon, si j'ai bien compris, vous n'appréciez, malgré toute la sympathie que vous avez pour l'UMP, vous n'appréciez pas ce genre de pratique-là. Alors, c'est un faux problème. Alors, excuse-moi, l'UMP c'est quoi? L'ex-RPR. Oui. Et qui était avant. Le RPR, c'était quoi avant? L'UDR. Avant l'UDR, c'était. le RPF. Non, avant le RPF, l'UD5e. Il y avait le 5e. Et puis c'était. Et après, il y avait RPF. Non, UNR. UD5e. UNR et RPF. Donc c'est une habitude dans cette famille politique. Pourquoi le PS ne change pas? Donc ils vont changer de nom. Une question. Si. Le PS. Ah, si. Mais beaucoup moins. Il a changé. fois. Il a changé de SFIO. fois. SFIO, SFIO et puis PS. Et Parti communiste. François Hollande estime... Si on swing. François Hollande estime que le vote obligatoire fait partie des sujets que l'on aura à regarder. C'est sur le rapport qui a été fait par le président, comment il s'appelle? Claude Bartolone. Pour essayer de régler un peu le problème de l'abstention. Votre avis? Faire payer une amende d'amende de 200. Un peu comme celle à laquelle sont condamnés les grands électeurs quand ils ne se sont pas présentés, mais seulement c'est un tribunal qui détermine, qui fixe la sanction. Il y a 3 pays en Europe qui pratiquent ça. Voilà. La Belgique, le Luxembourg et la Grèce. Absolument. Et en Grèce, on ne fait pas payer l'amende. Et les taux de participation. Non, on ne fait pas payer parce que. Vous connaissez les Grecs. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'ils sont là. Pas d'infos, déjà. Ils sont condamnés à une amende, mais tu n'es pas obligé de payer. Les taux, par contre, effectivement, les taux de participation dans ces 3 pays-là sont les plus faibles. Les taux d'absentéisme sont les plus faibles d'Europe. Forcément. Et il y a un lien évident entre l'obligation. Je suis pour le vote obligatoire. Je l'ai toujours été. Je trouve, je sais pas. Alors, Gagnon. Je ne dis pas que ça va te régler. Je crois que sinon, comme on est dans une république, régime qui est établi en 1, liberté, égalité, fraternité, mais le mot liberté en 1. Liberté de ou liberté de ne pas. Dès lors que ça forme partie de c'est le socle qui constitue tout l'appareillage institutionnel, constitutionnel, légal,
et autres du pays, dès lors que tu introduis une notion d'obligation sur l'expression d'un droit de citoyen, droit de vote, c'est un droit, c'est pas un devoir. C'est un droit de vote. C'est aussi un devoir. Non. Ça dit tu as le droit de vote. Il n'est pas inscrit que tu as le devoir de vote. Il y a des conceptions. Continue. Ouais. Il n'est pas inscrit que tu as le devoir de vote, tu as un droit de vote. Et c'est là que tu exprimes ta participation, ton unité, ton point de vue. Je crois que si on introduit l'obligation, je pense sur le principe philosophique, on introduit l'obligation pour le citoyen d'aller déposer un bulletin, quel qu'il soit, évidemment on lui laisse le choix, quel qu'il soit, la couleur du bulletin. Dès lors qu'on introduit cette notion d'obligation, le principe de liberté est bafoué. D'accord. Moi, je n'ai pas d'opinion arrêtée sur ce sujet, mais je pense que M. Bartolone devrait se poser des questions précisément sur les raisons qui font que les taux d'abstention augmentent dans la plupart des pays occidentaux, malgré l'évolution des différents pays vers ce qu'on appelle le bipartisme. Et une des explications que donnent les politologues, c'est qu'avec la crise, de plus en plus les différences de choix, d'offres politiques se rétrécissent et que, à peu près, on voit en France, à l'heure actuelle, un gouvernement socialiste faire des choses que Sarkozy n'a même pas rêvé de faire. Donc, d'où le fait que beaucoup de gens ne votent plus. L'abstention était née avant qu'il y ait eu cette... Elle s'accroît. Elle s'accroît. Mais bon. C'est vrai qu'elle s'accroît. Mais le dénominateur politique unique, politique, contraire à ce qu'on avait annoncé, à mon avis, il ne marche pas tellement. Les gens sont dégoûtés. Si Gabriel dit que si on rend obligatoire le vote, la liberté est bafouée, elle est bafouée tous les jours. Hein. Oui. Elle est bafouée, alors là, à tour de bras. Parce que des obligations de cette nature-là, tu te rappelles quand même que tu avais l'obligation d'aller au service militaire. Tu te rappelles de ça? Ça, c'était une méga obligation, ça. Et la liberté de ne pas tuer et de ne pas apprendre. Non, mais attends, Gabriel, attends. Laisse-moi aller. Attends, Gabriel, laisse-moi aller jusqu'au bout. On s'écoute. Moi, ce que je voudrais dire, et je ne pense pas que ça soit là le clivage. Le clivage est le suivant. Le vote établit, tu as raison, la liberté d'expression politique. Mais il aboutit à la mise en place d'un certain nombre de droits. Tu votes pour un maire, tu votes pour un parlementaire, il vote des lois qui te donnent des devoirs ou des droits. Si tu ne votes pas, tu n'as pas le droit de critiquer ou de t'exprimer sur ce qu'ont fait les gens pour lesquels tu n'as aucun intérêt. Donc, pour rétablir justement cette espèce de liberté et d'égalité de réclamation, parce que c'est ça la société, je critique, moi je pense que l'obligation de vote devrait être obligatoire. Alors, une question. Une question. Attendez, Arlan Swinguet, une question. Les politologues à une époque émettaient l'hypothèse suivante, que l'abstention en fait était en quelque part l'acceptation de la politique majoritaire. Tout à fait. Est-ce qu'on peut estimer que ça tient ça maintenant par défaut. Par défaut. Deuxième un point d'analyse, mais bon, c'est non. Bon, autre question. Le fait effectivement de faire du droit de vote un devoir, confie aux citoyens parce qu'en fait, c'est la nation, je suis d'accord avec ton option. La nation lui confie un devoir, comme la nation lui confie le devoir de la défendre, cette nation. Et l'impôt. En allant au service militaire. Ouais. Et l'impôt. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'il faudrait pas simplement sortir ça du décompte de la prise en considération des votes en blanc? Alors, on est d'accord. Hein? Et puis ça j'allais y venir. Je crois que tout à fait. À comptabilité des expressions, qu'elles soient exprimées sur des choix de couleur, de parti, de personne, ou des choix d'abstention. Il y a le bulletin blanc. Donc tu viens, tu votes blanc. Le bulletin blanc aujourd'hui est comptabilisé dans le procès verbal. Mais il n'est pas comptabilisé pour le moment en suffrage exprimé. Voilà. Parce qu'effectivement, blanc, c'est une expression. Mais le blanc est tellement général. C'est blanc ou savoir nul, qu'est-ce qu'on exprime, on ne sait pas. Mais dès lors que ce bulletin blanc va rentrer dans le calcul du suffrage exprimé, il y aura beaucoup de choses qui vont changer au niveau des résultats.
Et je crois que ça va changer le comportement peut-être des électeurs, mais aussi des partis politiques. Notamment, il faut expliquer, parce qu'effectivement, nous, on est peut-être des sachants, mais il faut dire aux gens que sur un certain nombre d'élections, par exemple, le passage au deuxième tour est basé sur un pourcentage de suffrages exprimés. Si on gonfle les suffrages exprimés en y ajoutant les blancs, le nombre de listes, par exemple, qui vont passer le deuxième tour va diminuer parce qu'il n'y a pas beaucoup de listes qui auront, par exemple, ces fameux 10%. Et ça c'est un élément fondamental. Mais tu es d'accord avec moi que pour aller voter blanc, pour rentrer le blanc, il faut l'obligation. Parce que sinon, faut aller voter. Il faut aller voter. Je pense qu'on a compris. Je crois que l'obligation. Monsieur, je vous ai dit. D'accord, parce qu'on fait ça, c'est témoin quand même. Un truc intéressant. Oui, alors, j'ai reçu un. Non, mais on a fait le tour. J'ai reçu un tract qui s'appelle Féminisme et féminité, est-ce compatible? Alors, le féminisme pourrait faire perdre aux femmes toute féminité. J'ai raccourci, hein. D'où l'opposition qui est faite entre féminisme et féminité. Entre l'opposition féministe et féminité. Alors maintenant, je cite le tract en question. Venez échanger, discuter en toute liberté et en toute simplicité dans un espace convivial, parole libre, agréable entre femmes. C'est signé de qui? Tu vas voir. Pour écouter c'est l'Union des femmes, ça. Oui, pour écouter nos préoccupations, nos questionnements, nos envies de comprendre et d'agir. Ensemble, nous partagerons le pot de solidarité féminine, ce que chacune aura amené en toute simplicité à boire ou à manger. Et puis, on dit le lieu, c'est la maison des femmes et des hommes, 17 rue Laurentine à Fort-de-France. Alors, j'ai demandé à une femme qui est très proche de moi ce qu'elle pense de ça. Mais elle a éclaté de rire. Elle a plus d'humour que vous, hein, monsieur, parce que vous, ça nous a provoqué aucun sourire. Le coût de la solidarité féminine pour le pot que l'on partage et le coût de la maison des hommes et des femmes, mais nous allons discuter entre nous de gros problèmes. Moi, je crois que, mesdames, je vous regarde au fond du cœur et des yeux, et je ne baisse pas mes yeux sur votre poitrine parce que je suis un homme respectueux de votre féminité. Je vous regarde dans les yeux, vous êtes mon égal. Invitez des hommes à vous dire comment ça doit fonctionner, le féminisme et la féminité, pour qu'ils puissent ces problèmes avec nous, et puis aussi avec beaucoup de vos comparses femmes. Voilà. Vous avez quelque chose à dire? Oui. Non. Oui, allez-y. Donc moi j'ai quelque chose à dire. Moi je pense que elles ont raison. Elles ont raison de discuter de ces problématiques-là, non pas parce que c'est des femmes, non, parce que c'est encore une partie de la société, et c'est ça qui est dramatique, qui est victime de cette espèce d'exclusion totale. Mais sur le plan... Non, attends, j'ai pas changé de casaque, ne t'inquiète pas. Non, j'ai pas changé. Non, laisse-moi aller jusqu'au bout. Laisse-moi aller jusqu'au bout. En clair, et moi je le dis, comme je le dis pour les problématiques d'exclusion raciale, je le dis en Martinique, hein, et nous sommes une société raciste, profondément raciste. Je dis que et je vais faire un peu d'humour, exclure les femmes, c'est perdre énormément d'argent. C'est évident. Non, c'est pas évident. C'est qu'il y a encore des mecs qui ont strictement rien compris. Non, mais c'est évident pour nous. Non, c'est évident pour nous, mais les gens. Non, mais l'immigration est un facteur de richesse. Non, mais il y a des gens parmi les citoyens qui n'ont pas mesuré financièrement à quoi ça correspond. C'est-à-dire que on dit aux gens, il y a des problèmes de racisme. Et puis il y a des gens qui vont dire, c'est comme ça. Il y a des gens qui disent, ah ouais, mais les femmes sont exclues du système, les noirs sont exclus du système, les handicapés sont exclus du système. Si on disait aux gens, bon, les frères, si nous mettons toutes ces montagnes dans la société à faire nous marcher, tout le monde gagne un plus d'argent, et tout le monde qui mange bien, et tout le monde qui est heureux. Au moins cet argument, avant l'argument moral, si tu veux, au moins cet argument-là. J'aime bien ton ton, j'aime bien le niveau. De dire les choses, mais si tu inclus le noir, attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Je formalise un tout petit peu. Si tu inclus le noir dans ta société, si tu inclus une femme dans ta société, tu vas gagner plus d'argent et tu seras peut-être plus efficace. Voilà. Non, moi je crois que le sujet méritait d'être posé, puisque ceux qui combattent certaines féministes disent qu'elles perdent leur féminité. Donc, moi je crois que la question, est-ce que quand on mène le combat pour l'émancipation des femmes, on perd de sa féminité? Moi je pense que non, tout dépend de la manière dont on mène ce combat.
Très bien, très bien. Moi qui suis contre toutes les exclusions, ce qui me gêne là-dedans, c'est l'exclusion des hommes. On n'a pas le droit de venir discuter avec tout à elle. fait. Gagnon, toi, tu t'en fous. Non, mais attendez, les mecs, je ne vous comprends pas. Qui était mal, Je ne vous comprends pas. Tu as raison, vas-y. Féminité. Ça y est. Ouais, moi, je vois pas. Moi, si je ne m'interpelle pas du tout, parce que bon, moi, j'ai aucun problème sur le féminisme, féminité ou relation avec les femmes. Oui, mais c'est entre elles, c'est elles qui ont le problème, c'est pas toi. Donc ça ne me rendra pas, il va débrouiller quoi, pas de problème là, ça. Non, mais bon. Machiste, Sur un plan- à l'extrême. Il est macho. Bah, sur un plan stratégique, j'ai jamais vu des guerrieros de l'ANC inviter des racistes de la Martinique pour discuter avec eux. Mais tu as posé le problème. Tu as posé le problème qu'elle se situe dans une perspective de lutte et de combat. Eh ben oui, mais parce qu'il y a de quoi faire. Hein. C'est vrai. Ok, messieurs. Il y a encore de quoi. Ah ben oui. Ok. Messieurs, 20 000 personnes au stade de Pierre Aliquer pour l'ordination de Monseigneur David Macaire. Je pense Non, que- pas 20 000. Enfin, je suis 18 000, 17 000, 200 En tout cas, plusieurs milliers. Le soleil avait empêché de remplir tout à fait les virages. C'est vrai. En paquette. vrai. Et le stade pour combien de personnes en tout, quand il est rempli 17 000. Ouais, bah alors 15 000, ça te va? Ouais, on était dans ces eaux-là. Entre 15 000, oui, moi, Ouais, c'était bien rempli. T'es dans ça, oui, c'était bien. Alors, certains disent que ça donnera de la force à ce jeune Archevêque. évêque archevêque, pour régler les nombreux dossiers administratifs et diocésains. Comme on n'a pas la langue de bois ici, on va quand même rappeler que tu as le monde vers Sainte-Thérèse et Terre-Saint-Ville, les églises qui sont fermées. On va quand même les ouvrir un jour, c'est comme si c'est du business, tiens. C'est du business et des entrées qui ne se font pas. Ça permettrait à la jeunesse de reprendre peut-être quelque part ses marques, qu'on soit d'accord avec ou pas avec l'idéologie puisqu'il a tout de suite dit après qu'il va sortir un album de gospel. Je me souviens qu'il y a un évêque quand même qui, pendant les messes, pardonnez-moi d'être franc et sincère, vous connaissez toute mon opinion, quand les chants des chorales étaient un peu trop longs, ça l'agaçait, il manifestait. Je n'ai rien contre Monseigneur Méranville qui lui aimait la musique, mais on sentait qu'il voulait que ce soit un peu plus court parce que nous ne pas de temps quoi. Si je suis en bâté, bon, mon gars, Robin. Là, t'es faux. Si ça, T'es faux, Robin. Quel que soit la Et puis sur le télé, marché quoi. intersoporifique, Ah oui, voilà. Alors, également, on va assister à Martinique à l'application de certaines œcuménismes. Vous l'avez vu quand il est enlacé de façon publique, et il n'y a pas de geste gratuit à ce niveau-là. Quand tu te mets archevêque, si tu n'as que 45 ans, c'est que tu en as dans la tête. Enlacer le représentant de l'Église orthodoxe de Martinique, Oui, vous avez vu, c'est quand même symbolique, c'est puissant comme truc. Il faut dire qu'il est archevêque, hein, c'est-à-dire qu'il représente l'ensemble. Il a lancé un message fort pour l'unité des religions, et on sait qu'il ne peut pas ignorer les problèmes qui ont secoué la Martinique. Alors, je les rappelle, attention, faites très attention. Je cite, j'ai écrit, donc je ne vais pas partir d'un livre. C'est toi qui les cites, c'est pas lui en fait. C'est pas lui. D'accord. On se dit qu'il ne peut pas ignorer ça. Il ne peut pas ignorer que l'an dernier, il y a eu une lettre qu'on a qualifiée de lettre au Vatican à l'encontre du vicaire général de l'époque, je ne vais pas dire son nom, qui est maintenant muté à la paroisse Saint-Laurent dans le 10e arrondissement. Et qu'à la suite de cette lettre, il y a eu des sanctions qui étaient prises contre 4 prêtres éminents, dont un archiprêtre. L'archiprêtre, c'est un prêtre qui avait été prêtre à la cathédrale. Ça s'appelle archiprêtre. Oui. Et qu'il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures, note ça. Il y a eu des blessures au sein de cette communauté d'hommes de paix, de sérénité, que ça a pris des allures réellement de déchirement politique, quoi, ou syndical. Et en quelque part, beaucoup comptent sur lui pour remettre l'Église au milieu du village, vous connaissez cette formule, et prendre à bras le corps les grands défis de la société, pauvreté, jeunesse, et puis aussi... Personnes âgées, il en a parlé. Personnes âgées, il faudra qu'ils s'y mettent, il faudra qu'ils s'y collent aussi, il faudra qu'on entende parler de ça. Et puis former la relève. Et puis on va voir s'il y aura des persiflages, s'il devra se prononcer sur les grands problèmes qui effectivement déchirent cette société, c'est les séquelles de l'esclavage. C'est ces choses qui traversent nos pensées. Alors, il y aura ces grandes tâches à abattre. Messieurs... Pendant 30 ans. Alors, voilà. Au moins. Pendant 30 ans. Ah oui. Jusqu'à 75 ans, ça fait 30 ans. S'il reste jusqu'au bout, archevêque de Fort-de-France et Saint-Pierre, parce qu'il est archevêque de Fort-de-France et Saint-Pierre. Il peut, si entre-temps le pape
Cardinal. de le nommer autre part. Oui. Bon, il faudra trouver un autre Il y a de grandes successeur. chances, ouais. C'est sûr. Non, je crois que le premier chantier, et je crois je l'ai entendu au stade de Dillon, il a interpellé les jeunes. Le premier chantier pour un évêque, c'est d'avoir des prêtres. Tout à fait. Avoir des ouvriers, Avoir des prêtres. avoir des prêtres. On n'est pas obligé d'être bigot d'église pour savoir qu'il y a de moins en moins de prêtres à la Martinique. Et une église qui a moins de prêtres, c'est comme une entreprise qui n'a pas de chef d'entreprise, qui n'a pas d'ouvrier. Bon. Donc il faudra remplir un petit peu les postes inoccupés. Parce que quand on regarde qu'un responsable de paroisse, en réalité, autant avant il y avait le curé et puis des vicaires dans une paroisse, aujourd'hui Maintenant, il y a un curé pour 3-4 paroisses. Voilà. La crise qui avait commencé en France dans les années 60-70 est arrivée ici. Donc ça sera son première mission. Prêtre et des diacres. Le diacre et le laïc qui. Oui, mais le diacre, le diacre, à la limite, tu peux niveler ça, mais le diacre, mais tu peux aller l'abbé, au Bafaille. le diacre donne un bon coup de main. Non, attends, il me semble. Le diacre donne un bon coup On de a main. été tous les deux enfants de cœur. Ah bon? Et on sait. Un scoop, ça. Ce soit tes problèmes. C'est pour ça qu'il est d'une grande finesse et d'une grande culture. Qu'il camoufle avec un petit côté un petit peu dur. Donc je bon, continue mais mon en fait, propos. Que si tu n'as pas de prêtre, tu peux avoir 25 000 diacres. Mais l'essentiel du rassemblement des chrétiens, c'est quoi? C'est la messe. La Et liturgie, messe, la liturgie Non, existe. c'est pas la liturgie, justement. L'Eucharistie. Oui, l'Eucharistie. C'est nous apprendre. Bon, Si vous parlez l'abbé, pas l'Eucharistie. Messieurs, vous êtes un spécialiste là. Hein. Nous sommes d'accord. Non, c'est en clair, on va t'expliquer. Non, mais non. Ce que je suis en train de Laisse-moi dire, finir. non, ce que je suis en train de dire, Attends. c'est qu'il n'y a pas que des chrétiens qui nous regardent. Hein. Oui, Donc il faut expliquer un petit peu. Oui. Il explique. Le principe même de l'église, des chrétiens de se réunir, c'est la messe. La messe, c'est quoi? C'est le partage de l'Eucharistie. Si tu n'as pas de prêtre, tu n'as pas d'Eucharistie. L'hostie, quoi, ça. Bon, Le corps du Christ, comme on dit. ça, c'est le premier chantier. Deuxième chantier, la problématique de l'année dernière qui a fait que il y a eu cette extension contre les prêtres qui s'échangeaient contre l'éventuelle nomination du successeur de maire en ville par l'intermédiaire de celui qui était vicaire général. Ça veut dire que il y a eu une contestation de l'autorité de l'évêque. Il y a eu une contestation d'une décision qui n'appartient qu'à deux personnes, enfin une, le pape, Oui. après avoir averti ou sur conseil de Solliciter l'évêque. les conseils. Au consulter, Donc il y a eu un problème d'autorité. Là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de problème, parce que ceux qui ont contesté, quand on regarde les images, ce sont ses plus grands copains. absolument. Bah, très bien, Donc ça, c'est réglé. ça c'est réglé. Mais ceci étant, ce qui n'est pas réglé, c'est que les paroissiens, eux, ont eu, à mon avis, c'est ça qui est un petit peu nouveau, c'est que les paroissiens ont contesté de manière très claire, et même dans la rue, l'autorité de l'évêque. Quand on commence à empiéter, on commence à prendre des pouvoirs, des libertés, notion de liberté. On n'aime pas que quelque temps plus tard, on vous dise vous n'avez pas ce droit, vous n'avez pas cette liberté de le faire. Cela veut dire qu'il y aura à régler aussi le rapport des prêtres dans l'Église avec La ses hiérarchie. clercs et ses fidèles. Vous avez Daniel, puis après toi. Non, moi, ce qui m'a. On parle l'église, Vous parlez de Christ, nous savons ça. on va pas nous dire ça, mais c'est tout de même, alors, Moi, ce qui m'a intéressé dans toute la cérémonie, c'est que David Macaire vient tel qu'il est. Et il faudra qu'on s'y habitue. Ce n'est pas Méranville, ce n'est pas Marie-Sainte, encore moins Varin de la Brunelière. Il est très rock'n'roll. Ça, c'est clair. Il est très gospel. Il a 40. Ah oui. Non, c'est pas seulement une question d'âge, il y a une question de formation, Ah oui. il y a une question de tempérament, etc. Et de toute façon, même s'il avait 60 ans, il donnerait un coup de jeune à l'Église. Ouais. Bon, mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est quand il a expliqué ce que c'est que la calotte, Oh, t'as défaut. qu'on a sorti de son contexte après. Il a expliqué sa calotte. Et il a dit, ça va un peu dans le sens de ce que disait Gabriel, l'Église a besoin de prêtres, etc., a besoin d'ouvriers et tout. Tout le monde pour venir pour calotte. Venir pour calotte. Ouais. Ça veut dire, venez avec moi, je ne suis pas tout seul, venez avec moi prendre votre part du travail à faire. Venez pour calotte. Avec un jeu de mots, bon ça c'est tout à fait dans son style. Et ça a été très apprécié. D'ailleurs, ce qui m'a pas surpris, mais ce qui m'a fait du bien, si je puis dire, c'est le nombre de jeunes qu'il y avait dans cette assemblée.
C'était incroyable. Enfin, moi, il y avait longtemps que je n'avais pas vu autant de jeunes enthousiastes. Donc, l'épiscopat commence, me semble-t-il, sous les meilleurs auspices. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas heurté à un certain nombre de grands problèmes. Mais une grosse organisation comme ça crée des problèmes. Non, moi, personnellement, je me félicite que l'Église ait compris qu'il fallait, bon, d'abord nommer quand même un Martiniquais. C'est le troisième. Oui, Bon. troisième de suite. Ça aurait pu être un autre. Oui. Troisième de suite. On avait évoqué le fait que quand on donne des cancans locaux, quand on met Ceci étant, il faut signaler qu'il n'était pas curé en poste ici, il était là-bas. Oui. C'était un moine. Oui, oui, il c'est ça. n'était pas impliqué. Et puis, ce qui m'intéresse dans son discours, c'est qu'il semble avoir perçu deux problèmes de la société martiniquaise aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais un, la question de l'identité, qui est une question fondamentale. De la langue créole. De la langue créole, etc. Et qu'un peuple sans identité, beaucoup de nos problèmes dont nous parlons précisément viennent pendant longtemps, on a nié cette identité. Et puis le deuxième problème, c'est la justice sociale. La justice sociale. C'est-à-dire que l'Église revienne vers son message initial, celui du Christ. J'ai eu l'occasion de dire ça sur une autre antenne. Le message du Christ, fondamentalement, c'est Fidel Castro qui disait que le premier communiste au monde, c'était le Christ. Oui. Voilà. Bon, donc, c'est que l'Église se rappelle qu'elle est née pour défendre contre les pharisiens, pour défendre les opprimés, Les pauvres, les exclus. les sans grade, et qu'elle se rappelle ce message. Par conséquent, elle va rejoindre les pas du portico. Tu vois qu'il a été enfant de cœur lui aussi. Vous êtes tous passés par là. Les pharisiens, il faut avoir bien lu les textes. Hein. Ah, tout à fait. Eddie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le parallèle entre le rôle qu'il joue et les politiques. D'ailleurs, il y a plusieurs éditorialistes qui ont fait le parallèle en disant tiens, il va là où les hommes politiques devraient aller, ils doivent suivre son exemple, etc. etc. Ce qui, à mon avis, est bon, bref, idiot. Oui, je partage cette opinion. C'est pas du tout. Il n'y a pas de comparaison possible. Non. Tout simplement que lui, il n'a pas un CDD déjà. Et que ceux qui vont à la messe ne votent pas pour lui, et il est nommé par là-haut. Voilà. Alors que les hommes politiques dépendent de la base. Ils sont sur un siège éjectable à durée limitée. Et puis surtout, rien dans la mission d'un archevêque n'est en lien avec le quotidien, la dureté du quotidien. Je pense que chacun doit jouer son rôle. Et ceux qui vont comparer la toute-puissance séductrice de l'archevêque sur la foule, et c'est ça en fait la comparaison, hein, c'est de dire, regardez ce type, il apporte un nouveau discours, et il rassemble des foules, etc. Et les hommes politiques devraient s'en inspirer. C'est une erreur fondamentale. Tout à fait. Et si les hommes politiques cherchent à s'inspirer, parce qu'ils étaient légion, sans jeu de mots. Il y en a qui font ça aussi. Hein. Légion. Et ils s'en inspirent et ils ont ce discours un peu messianique, Yokamete, flambeau, enfin bon, vous connaissez l'histoire de la politique. Ils utilisent ce qu'on appelle le magico-religieux. Voilà, le magico-religieux. Ce sont des tricheurs. Il faut leur rappeler une chose. Le peuple chrétien, catholique, puisqu'on parle de l'archevêque, le peuple chrétien catholique n'attend pas de miracle de l'archevêque. Par contre, il attend des miracles des hommes politiques. Des hommes politiques, oui, ça c'est vrai. Monsieur, un miracle, laissez-moi vous parler. C'est pas faux. Là-dessus. Là-dessus. Il y a deux choses que j'ai vues et j'ai pas de réponse qu'aujourd'hui. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va peut-être amener la réponse la semaine prochaine. Deux choses m'ont interpellé lors de cette cérémonie. Un, j'ai vu un prêtre qui apparemment était un rôle officiant, enfin le maître de cérémonie, qui portait une soutane violette. Oui. Parce que je sache, il n'est pas évêque, il n'est pas prélat. Donc on m'explique pourquoi il avait une soutane violette. Je te poserai la question et je te donne. Deuxième question. Je lui poserai la question. Deuxième question. Il y avait le père, Monseigneur Jean-Michel. Oui.
Mais j'ai pas vu Monseigneur Marie-Sainte. Alors, on a expliqué que Monseigneur Marie-Sainte malade. était malade et ne pouvait venir. Thierry, comment ça se prononce? Le Pan. Le Pan. Blanchi par une enquête interne de la CGT. Blanchi, c'est déjà un terme connoté, ça. Oui. Il avait fini par démissionner en janvier après une succession de révélations sur le montant des travaux de son appartement de fonction, dans son bureau et sur une prime de départ qu'il avait touchée lorsqu'il avait quitté la CGT Normandie pour prendre la tête du syndicat. Alors, moi, c'est pas tellement savoir si c'est un truc interne, si c'est une mascarade, si on le voue à d'autres missions. Je m'en fous de tout ça. Ce qui m'intéresse, ce sont ses déclarations. Voici ce qu'il a déclaré. Écoutez-moi bien. Je suis rétabli dans mon honneur. Ouais, oui, classique. Ça. Mais plus intime. J'ai vécu l'enfer, j'ai beaucoup marché. J'habite à côté de la mer. Je me suis dit que mettre fin à mes jours dans ces conditions, c'était un peu bête. J'ai été touché, même si les histoires ne sont pas les mêmes, par le décès de Jean Germain à Tours. Vous savez, l'ancien maire de Tours. Qui était pris dans une procédure. Moi, j'ai trouvé ça excessivement touchant et je me suis dit que voilà les hommes, moi, etc., qui sont mis sur la sellette par la presse. Les types se suicident ou bien sont sur le point de se suicider. Et puis qu'au fond, finalement, lorsqu'ensuite, parce que lui, on a parlé de ça parce que, bon, c'était tellement énorme ce que lui reprochait. Et voilà que, alors, en conclusion, on va pas expliquer pour lui, il n'a pas participé à la commande des travaux, il n'a jamais vu les entreprises, rien du tout. Et puis, ce sont des entreprises raquettes. Peut-être même des entreprises qui ont touché des commissions de notre. Ah non, mais le syndicat reconnaît. Le syndicat reconnaît qu'il y a eu. La surfacturation. La surfacturation. En fait, si vous allez chercher le malin qui a touché une com du fait qu'il a donné les travaux. C'est un syndicaliste, hein. Ouais, même au sein du syndicat. C'est pas le bon, ouais. Alors, c'est ça la vie. Syndicat. Et voilà un homme qui quand on le photographiait, il avait une tête de voleur sur le pont. Il avait une très dure. La presse l'a présenté. Mais oui, mais nous sommes d'accord quand on le voyait sur les photos. On l'a photographié comme ça. En fait, attends, je n'ai un truc qui est favorable, tu me contredire. Moi aussi, je vais attaquer. J'ai mal compris. Si j'avais attaqué, donc à foutre m'envoler là. Voilà. Et donc, ce que je dis, c'est que moi, je suis chaque fois choqué et heurté par ces injustices médiatiques. Voilà mon avis. C'était cet aspect qui m'intéressait. Bon, je l'ai dit depuis longtemps. Les seules professions, il y en a 3, où il n'y a pas de tribunaux qui pourraient juger et sanctionner, c'est les 3. C'est inadmissible. Dans une démocratie, c'est inadmissible. C'est-à-dire que tu publies un journal, et moi je publie des journaux. Okay, tu publies un journal, tu dis, monsieur Saïsalope, si tu t'es trompé, tu fais en sorte de ne pas aller sur la diffamation. Hein. Si tu t'es trompé, tu es limite, tu n'as aucune sanction. Tu n'as aucune sanction. Et ça. Et tu ne reviens pas en arrière. Mais non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu publies ça le jour du tour des Personne ne va et tu expliques que tu avais quand même raison. Voilà. Et ça, c'est évidemment à mettre en balance avec son rôle fondamental de liberté et d'expression. C'est à mettre en balance, mais et ce qui nous manque, c'est ça, cet équilibre. Tout à fait là. Parce que les gens en sont victimes, quoi, dans leur vie, dans leur quotidien. Mais c'est en pensant à ce que tu dis, pas à toi. J'en ai été victime, je peux en parler. C'est en pensant à ce que tu dis que j'ai voulu traiter cet aspect de la question. Ouais. Donne la parole à Michel. Mais si c'est pour gloser, on passe à un truc plus intéressant. Vas-y. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la question personnelle, ce qu'on appelle le bashing, le lynchage. Le lynchage médiatique. Mais il y a 2 observations. Il y a 2 observations, quand même. C'est la première, c'est que les sommes en cause étaient ridicules par rapport aux retraites de chapeau, etc. Bon. C'est sûr. Bon. Et au CAC 40, au milliard, etc. Ou par rapport aux travaux du président de France. France Inter. Et puis, la deuxième chose, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien, c'est que la CGT est la seule organisation en France et même en Europe, c'est le syndicat original, qui affronte de manière, j'allais dire frontale, mais pour ne pas faire le pléonasme, les politiques néolibérales. Et ce n'est pas par hasard. Ok. Et ce n'est pas par hasard. Ok. Voilà. Bon, j'ai une réponse. J'ai une réponse pour Gabriel. Comme ça, tu ne m'attendras pas la semaine prochaine. Le violet forme la livrée épiscopale, tu as raison, mais cette couleur est assignée
au maître de cérémonie Voilà. des cathédrales. Voilà. C'est parce qu'il était maître de Maître de cérémonie. cérémonie. Ah, tu parles du père Cataillé. Christian Cataillé. Christian Cataillé. Voilà. Ok, mais il Voilà, fallait le maître dire. de cérémonie, Mais voilà. fallait dire Christian Cataillé, je t'aurais dit. Je croyais que c'était Voilà, membre au moins d'une les secte. Gagne pour clair. Messieurs, Voilà, il était maître de Monsieur, cérémonie. il y a un sondage sur France Antique qui est le suivant. Donnez votre avis. Donnez votre avis. Je n'ai rien à dire. Non, tu n'as rien à dire. Donnez votre avis. Non, non. La- C'est la dictature. Le lynchage de la presse, j'ai rien à dire. Non, mais non. On n'a pas parlé de Non, l'élection de la on n'est pas- on presse. n'est pas d'accord avec ça, avec Marajou. Donnez votre. Je signale que de nous tous, je suis le seul professionnel dans l'histoire. Et donc, que tu es un lécheur. je peux me sentir visé. Non, tu es par un une- lécheur professionnel. Je suis un lécheur. Alors que nous sommes des amateurs. Alors, messieurs, écoutez, alors c'est intéressant. Donnez votre Un avis. lécheur professionnel. La future. Ah, non, juste là-dessus. Oui, il y a la responsabilité de la presse, la responsabilité du journaliste compte tenu des impacts de les écrits et compte tenu de ce genre d'affaires. Pour autant, je crois qu'il faut être aussi être dans la balance. Le fait que le PAN, si cet élément est arrivé à la presse, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a amené. Tout à fait. Ah oui. 2. Le PAN a perdu son siège, son poste de secrétaire général de la CGT, parce qu'il y a une instance de direction, une instance de décision qui l'a obligé à partir. Avant de faire l'enquête. Il y avait pas de- il y a pas de il y avait déjà des éléments d'enquête en cours. Ceci étant, si on oblige cet homme à démissionner, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment de soutien à l'intérieur pour pouvoir le soutenir et empêcher cette démission. C'est d'accord. Bon. Donc, ceci étant, aujourd'hui, le syndicat reconnaît qu'il y a eu surfacturation, donc elle s'est trompée. Là, je me pose la question, pourquoi un syndicat qui, au moment où il a cette affaire, a suffisamment d'éléments en main pour pouvoir, à la limite, retarder la décision, précipite une décision et 1 mois et 2 mois après, Messieurs, je reconnaît que... Je ne veux pas qu'on fasse ce débat-là. Élection de la collectivité Avant de unique, parler de la presse. 6 et 13 décembre. Tout à OK? fait. On l'avait annoncé, hein. Oui, on l'avait annoncé. Il y a ça, tu t'es vu. tout- Oui, quand tu fais les comptes secret polichinelle. avec le 24 décembre, avec la fête de Noël, tu n'as pas le choix. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est un sondage dans le quotidien où il demande de donner son avis avec des questions suivantes, sur la future collectivité territoriale. Voilà les questions. Je m'intéresse beaucoup au débat. Donc, on clique, c'est sur la version nette de France Antilles, le quotidien. le site de France Antilles. Sur le C'est de site. France Antilles. Je m'intéresse beaucoup au débat, je n'y comprends absolument rien. Oui. J'aurai le temps, avec une faute, parce que c'est pas conditionnel, vous avez mieux conditionnel, c'est j'aurai à I. Exact. Vous avez mis pas enlever le S tout à l'heure quand tu sors de Ça, là. c'est une faute qu'on fait beaucoup en Parce que France. tu es un professionnel de la presse. Alors, j'aurai le temps d'y songer. En plus, tu me fais Les une jeux conversation. sont déjà faits. Je ne veux rien savoir, je suis un peu cette actualité. Exprimez-vous, et puis donc on fait ça. Bon, d'abord, on veut avoir le résultat assez vite. Et puis, on veut avoir la faute corrigée. Bon, ceci étant dit, je voulais te taquiner, je savais que tu serais là. Donc, je peux avoir un truc pour te fâcher ou pas fâcher. Ce serait sacré ou pas fâcher. Les dates de l'élection de la collectivité territoriale dans la Martinique sont désormais connues. Ça vous. Bon, Ça ne surprend ça ne personne. prend personne. Ce sont les mêmes dates que les élections régionales dans les autres régions de France, y compris la Guadeloupe et la Réunion. Alors, Gabriel Gagnon nous explique que le 13 décembre, on connaîtra la composition de la première assemblée de 51 élus. Enfin, peu de pédagogie, là, supporter des choses que vous savez, hein. Représentant les 4 sections composant la circonscription électorale de la Martinique. 5 jours après ce scrutin, donc le 18, décembre, les conseillers de la Martinique se réuniront pour élire le président et les 4 vice-présidents de l'Assemblée. 4. Président, 2 hommes, Assemblée. 2 femmes. Voilà. Oui, Deux hommes, pas deux été femmes. oblige. Ainsi que le président et les 8 membres du conseil exécutif. OK? Vous avez compris comment ça va fonctionner? Ouais. Bon. Alors, je vais le répéter à chaque fois. Le papier de Gabriel Gagnon était clair. Oui, mais il est toujours clair. Bon. Voilà. Donc, Il faut rappeler aussi que les membres du conseil exécutif, donc il y a un président ou une présidente, Oui, et en dessous, 4 hommes, 4 femmes. 4 femmes. La parité. Oui, Oui, il faut oui, rappeler parité. qu'effectivement, l'élection, dès la base, c'est une élection à parité. Et que sur les 51 membres de l'Assemblée, il y aura la moitié de femmes, 26-25. en gros. Et que les instances de gouvernance de l'Assemblée, comme de la collectivité qu'est le Conseil, seront également à parité. À parité totale. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que Galion, on a commencé par les élections. Après, ensuite, tu vas faire un prochain papier aussi clair, aussi explicatif. Je signale que la on en semaine fera. dernière, on a sorti un 4 pages. Oui, mais c'était pas. Ça, c'était ça. Ça, c'était ça. Le 4 pages la semaine Sur le plan pédagogique, ça, c'est bien. Pas vu.
Ah si, c'est sorti vendredi dernier, messieurs. Mais pas sur la version 4 pages numérique. sur la collectivité territoriale de Martinique, avec le pourquoi, le comment. Ah si, tu l'as pas acheté. Il y a une version numérique, c'était... Oui. Ah oui, mais donc il y avait rien de... Oui, effectivement, Non, je l'ai vu avec le regard de l'initié, de celui qui sait. Voilà. Alors, il y avait avec un schéma, comment ça se passe, qui fait quoi, quels sont ceux qui pourront siéger à l'Assemblée, quels sont ceux qui pourront avoir des fonctions exécutives ou pas, etc. etc. Donc, À signaler que le progressiste avait commencé à faire de très bons papiers. Il continue, mais pas à chaque numéro. Pas sur ce numéro-là, mais ça, Non, pas à chaque numéro. Il faut vous y coller. Peut-être au prochain numéro. Voici le prochain numéro où on parle de Vaton, la poignée de main de M. Obama et Raúl Castro. Si on avait 2 heures, on en aurait parlé. C'est l'essentiel, la mort de Georges Vaton. Vous traitez ça largement. Je signale un papier parce que généralement on nous reproche d'être trop technique sur ces questions-là. Sur le programme opérationnel de Jean des Couzol. fonds européens. Le papier de Jean Couzol. Voilà, papier de Jean Couzol. qui est très clair. Justice aussi qui nous parle qui nous explique contre la division le dimanche 28 avril. On nous reprend la réelle. Alors, je voudrais 26. 26. Je voudrais comprendre ce titre. On nous reprend la réelle veut dire qu'on n'était pas de lire à certain moment. C'est ça. Parlant du grand Non, non, ça veut dire que nous devons reprendre confiance en nous-mêmes et reprendre notre marge en avant. Ouais. Ah, la réelle, c'est le chemin. Alors. Voilà. Il y a eu un doute. On va dans le chemin. Il y a eu un petit doute. En fait. Ouais, il y a eu un loup, il y a eu un flou. Il y a un flou, il y a un loup. Il y a un loup. Alors, rencontre avec Martine Aubry, en parlant de François Hollande. Oui. Alors, vous mettez à zéro au pied du mur. Vous expliquez qu'au Front National, moins qu'une mutation idéologique, c'est un simple jeu de rôle. On a bien vu ça, on sait ça. Oui. Madame Borel-Incertain a scié l'autorité de M. Victor Huel. Et puis, bon, enfin, une bonne édition, comme d'habitude. Un bon piqué des photos. Un papier confortable, agréable. Je signale quand même Un bon petit journal. que nous lançons un appel d'envoyer au site moumiaaboujamal.com Très juste. Qui est très une malade. pétition Oui. pour la libération de Moumia Abou-Jamal. Alors c'est une pétition envoyée sur le site, c'est une pétition qui va être envoyée à l'ambassade des États-Unis à Paris pour demander la libération de ce militant noir Qui risque de mourir en qui prison. doit mourir en prison. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, c'est sur cette tonalité un peu triste, mais enfin, c'est la réalité aussi de l'actualité. Abou Jamal, qui depuis une trentaine d'années supporté, qui est diabétique. est accusé d'avoir tué un Il n'a pas de policier. soins appropriés. Ouais. Et il est en train À la de semaine devenir, prochaine, avec une composition aussi complète et des partenaires d'aussi bonne humeur, aussi affables, aussi gentils, aussi disaient, aussi intelligents. Vers la sagesse. À bientôt. Voilà.